Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle toujours Jocelyne Chassard. Les 3 initiales que vous avez vues sur ma petite pancarte, ce sont les initiales de mon nom complet, Jocelyne Anouillet Chassard, mais dans le domaine professionnel depuis bientôt 35 ans. 30 ans, on va dire. Je m'appelle Jocelyne Chassard. Donc, vous avez remarqué, c'était une petite pancarte. Si vous avez regardé quelques vidéos précédentes, bien sûr, c'est une petite pancarte parce que la grande, je l'ai oubliée chez ma co-mousquetaire Dominique, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais heureusement, il y a Dominique la filmeuse, qui fait des progrès stupéfiants. Et bientôt, on viendra de partout pour louer son studio d'enregistrement, je vous assure. Alors, cette vidéo est la numéro 10. Et vous le voyez, je suis d'humeur plus joyeuse que dans la vidéo numéro 9, si vous avez regardé la précédente. J'ai un autre t-shirt aussi. Et j'ai une blague à vous raconter. Voilà. Parce qu'à la fin de la vidéo numéro 9, où j'avais répondu à un texto pitoyable envoyé par un journaliste qui s'appelle Denis Robert et qui dirige un site internet d'information qui s'appelle Le Média TV et qui a refusé de relayer ma parole de lanceuse d'alerte. Donc j'étais dans un état un petit peu d'agacement et d'exaspération. Et pour détendre l'atmosphère, j'avais envie de vous raconter une blague, justement, à propos des porte-burnes. Alors, les porte-burnes, c'est les individus mâles qui croient que parce qu'ils ont des organes génitaux externes, eh bien, c'est la partie supérieure de la population mondiale. Donc, ils se trompent, bien sûr. Et c'est ce que je vais vous démontrer par la blague suivante. Voilà. Alors, c'est l'histoire de 3 porte-burnes qui sont en excursion dans la forêt. Ils marchent, tranquillement, et tout d'un coup, ils s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'ils sont au bord d'une rivière déchaînée. Et ils sont fort maris, car ils doivent absolument aller de l'autre côté de la rivière déchaînée. Alors, que faire? Le premier joint les mains et s'adresse à Dieu. Dieu, Dieu, je t'en prie, donne-moi de la force pour pouvoir traverser cette rivière déchaînée. Et pouf! Dieu donne à cet homme des bras musculeux, des cuisses musculeuses. Et l'homme se jette à l'eau et parvient à traverser la rivière déchaînée en 2 heures et à prendre pied sur la rive opposée. Il a quand même failli se noyer 2 fois. Le deuxième porte-burne, voyant ce qui a réussi à son compagnon, joint aussi les mains et s'adresse aussi à Dieu. Dieu, Dieu, je t'en prie, donne-moi de la force et des outils pour pouvoir traverser la rivière déchaînée sans risquer de me noyer. Pouf! Dieu lui donne à la fois des bras musculeux, des cuisses musculeuses, mais aussi une chaloupe avec ses avirons. Et le deuxième homme se jette à l'eau dans sa chaloupe et parvient en 1 heure seulement à traverser la rivière déchaînée et à prendre pied sur la rive opposée. Il a quand même failli chavirer 2 fois. Le troisième porte-burne, ayant vu ce qui était arrivé à ses compagnons, joint aussi les mains et s'adresse aussi à Dieu. Dieu, Dieu, je t'en prie, donne-moi de la force, donne-moi des outils, mais donne-moi aussi de l'intelligence pour que je puisse traverser cette rivière déchaînée sans risquer de chavirer ou de me noyer. Je t'en prie, Dieu. Pouf! Dieu transforme ce porte-burne en femme. Vous avez bien entendu? En femme. Et cette femme regarde sa carte, continue à marcher sur 200 mètres le long de la rivière déchaînée, et là, elle traverse le pont pour aller sur la rive opposée. Voilà. Ça, c'est une blague qui me fait toujours bien rigoler. Et je vous assure que c'est une blague que les femmes doivent garder en tête dans les moments révolutionnaires où, comme je l'ai déjà dit, la testostérone envahit maléfiquement l'air ambiant. Voilà. Donc, femmes gilets jaunes, ne vous laissez pas couper la parole ou couper la chic par les mecs. Et votre courage à vous, votre intelligence à vous, votre débrouillardise à vous, votre instinct de survie à vous, suffira largement à faire dégager Macron et sa clique. Et dans sa clique, celui qui me concerne le plus, c'est Jean-Michel Blanquer, actuel ministre de l'Éducation nationale. Parce que bientôt, je vais porter plainte contre lui au pénal pour complicité de harcèlement moral, étant donné
il n'a pas daigné répondre à ma demande de protection fonctionnelle que je lui ai envoyée le 12 mars 2019. Au bout de 2 mois, quand il n'a pas répondu, ça veut dire qu'il rejette implicitement ma demande. Et moi, j'ai un délai de 2 mois qui va bientôt donc arriver à terme, le 13 juillet prochain. Non, le 15 mars prochain. Le 15 juin prochain, je suis fatiguée. Donc, le 15 juin prochain, je pourrai déposer un recours au tribunal administratif contre le rejet de ma demande de protection fonctionnelle par Jean-Michel Blanquer. Mais bien sûr, vous avez compris, si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos, vous avez compris que Jean-Michel Blanquer n'a qu'un seul objectif, c'est de soutenir la rectrice de l'Académie de Reims, Hélène Incel, qui est la principale responsable de la placardisation contre laquelle je lutte depuis 3 ans, et notamment de l'expulsion forcée qu'elle a ordonnée contre moi le 14 janvier 2019, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le 79e jour ouvré où je suis empêchée d'exercer ma mission de service public, c'est-à-dire ma mission d'enseignement et d'éducation. Et j'ai compris que le combat risquait d'être encore assez long, mais je n'abandonnerai jamais, comme vous l'avez vu dans la profession de foi de Jean Jaurès, que je vous ai montré dans le générique. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais donner aux personnes qui m'entendent et qui sont peut-être dans ma situation, je vais leur donner une source d'espoir, parce que je vais vous présenter toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin depuis 2013. Et ces personnes, je les ai classées pour vous en 5 catégories. Une catégorie comprenant des syndicalistes et des personnalités politiques, une catégorie comprenant le personnel médical, une autre listant les personnes des métiers du droit et de la justice, mais ça je m'en souviens plus. C'est quoi ça? Ah oui, les journalistes bien sûr pour la médiatisation, mes amis, mes proches, mes camarades, et puis le dernier que je cache parce que je vous en ferai la surprise. Je suis obligée de mettre mes lunettes parce que sans mes lunettes, je ne peux pas vous lire les noms. Alors, première catégorie, les syndicalistes et les personnalités politiques. Le premier syndicaliste à qui je me suis adressée, je m'en souviens très très bien, je lui ai écrit le 7 juillet 2016. C'était à l'époque le secrétaire du CHSCT départemental, CHSCT, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il y en a un au niveau du département, il y en a un autre au niveau de l'académie et il y en a un au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Je me suis adressée aux 3, rassurez-vous. Et donc, Brendan Colobert, c'était un syndicaliste du SGEN et il était secrétaire du CHSCT départemental. Et il a compris immédiatement ma situation. Immédiatement. Avec lui, j'ai toujours été en confiance absolue avec lui. Absolue. Et je l'ai rencontré une fois, avant qu'il ne parte malheureusement à Tahiti. Je l'ai rencontré une fois et là nous avons discuté et si vous voulez l'apparence physique de cet homme correspondait parfaitement à son moral, à son esprit, à ses vertus civiques. Vraiment c'est un gars formidable, Brendan Colobert. Et il m'a beaucoup aidé parce qu'il était aussi membre du CHSCT académique. Et c'est lui qui m'a fait comprendre qu'il valait mieux que ma situation soit portée au niveau du CHSCT académique parce que dans le CHSCT départemental, eh bien, à l'époque, j'avais porté plainte contre 11 personnes qui m'avaient diffamé par écrit. Et bien sûr, ces 11 personnes avaient activé leurs relais syndicaux. Et dans le CHSCT départemental, il y avait des personnes qui étaient prévenues contre moi, sans me connaître, bien sûr. Voilà. Mais elles ne voulaient entendre qu'un seul son de cloche. Voilà. Donc, Brendan Colobert m'avait fait comprendre cela. Un autre syndicaliste aussi qui m'a beaucoup aidé en 2016-2017, c'est Yannick Lefebvre. Lui était à l'époque le secrétaire du CHSCT académique. Et il m'a énormément aidé parce que, donc à la fin de l'été 2016, j'étais dans un état pas très très confortable. Et mon médecin m'avait mise en arrêt pendant environ 11 jours. Et j'avais écrit à la rectrice qu'il fallait absolument qu'elle assure ma sécurité dans mon établissement, où j'allais retrouver mes fonctions. Parce que dans cet établissement de Grand Pré dans les Ardennes, la principale était une cheffaillonne qui m'avait harcelée
Et elle avait donc orchestré une cabale diffamatoire de 11 personnes contre moi. La rectrice n'en ayant rien à faire de ma santé, n'avait absolument pas répondu. Et donc, j'avais exercé mon droit de retrait d'une situation de travail dangereuse. Et j'avais aussi lancé une alerte de danger grave et imminent. Eh bien, Yannick Lefebvre a relayé mon alerte auprès de la rectrice. S'il ne l'avait pas fait, elle aurait continué à faire la sourde oreille. Mais heureusement, il a relayé mon alerte par un courriel et la rectrice s'est trouvée obligée de diligenter une enquête administrative. Bien sûr, dans cette enquête, elle a évacué les membres du CHECT académique et donc cette première enquête administrative a été totalement partiale et à charge et je l'ai dénoncée. Deux autres personnalités politiques, parce que depuis plusieurs mois, je cherche à contacter des personnalités politiques pour médiatiser ma situation au plan national. Et donc, l'une d'elles s'appelle Marie-Noëlle Lindemann. Je lui ai écrit un courriel et elle m'a répondu, son principal collaborateur m'a répondu et il était très efficace, il a lui aussi parfaitement compris ma situation et en 3 jours, il m'a envoyé un courrier que Marie-Noëlle Lindemann a adressé au ministre de l'économie, au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Donc ce courrier date du 6 juin 2019 et pour l'instant, elle n'a pas de retour. Mais le simple fait qu'une sénatrice de Paris, ancienne ministre du gouvernement Jospin, prenne au sérieux ma situation, eh bien, ça m'a fait un bien inappréciable. Et une autre personnalité politique, c'est Jean-Luc Mélenchon, puisque je lui ai envoyé le lien vers une vidéo que j'ai réalisée récemment, comme une sorte d'adresse personnelle. Il ne m'a pas encore répondu, mais de toute façon, il m'est d'un grand soutien par ses discours, parce que ce qu'il dit dans ses revues de la presse, revues de la semaine hebdomadaire, eh bien, ça correspond parfaitement à mes convictions. Voilà. Et ça correspond parfaitement à mon désir déterminé de défendre mes propres droits, mais de défendre aussi le service public de l'éducation nationale digne de la République française. Le personnel médical, parce que j'ai été obligée, dès décembre 2013, j'ai été obligée d'aller consulter les urgences de l'hôpital de Dreux sur les conseils d'une amie. Et donc j'ai rencontré là du personnel médical formidable, à la fois humainement et avec des compétences professionnelles indubitables. Voilà, donc ça m'a énormément aidée. Donc il y a la première personne que j'ai vue, à qui je me suis adressée, c'est une infirmière en psychiatrie à Dreux qui s'appelle Élodie Potré. Et vraiment, toutes ces personnes, de toute façon, je les remercie du fond du cœur. Donc il y a l'infirmière en psychiatrie Élodie Potré, il y a un psychiatre qui s'appelle le docteur Barry. Une fois, je l'ai rencontré alors qu'il avait déjà fait plusieurs heures de garde. C'est un homme vraiment exemplaire. Voilà. Une autre psychiatre, la docteure Revitea, qui m'a aussi accompagnée toute l'année 2014. Et puis la psychologue du CMP de Dreux, Madame Tanguy. Il y a une personne qui a sûrement commencé par être médecin de base, ça se sentait, et elle a fini comme médecin conseillère technique de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours. Parce qu'à l'époque, en 2013-2014, j'étais dans l'académie d'Orléans-Tours. Et cette personne, elle s'appelle la docteure Cécile Gruel, et je l'ai rencontrée une fois, le 15 janvier 2015. Je l'avais contactée au préalable par courrier. Et donc, lorsque je l'ai rencontrée, un peu comme pour Brendan Colobert, c'est-à-dire la rencontre physique a totalement vérifié le sentiment de confiance que j'avais pu avoir en ayant des contacts par écrit avec elle. Voilà. Alors, je tiens à dire que Madame Gruel était, au moment où je l'ai rencontrée, elle était vraiment à 1 ou 2 ans de la retraite. Et malheureusement, elle ne trouvait personne pour la remplacer. Absolument personne. Parce que malheureusement, l'activité de médecin de prévention est dévalorisée aujourd'hui. Et c'est bien dommage. Parce que cela laisse la place à des opportunistes. Et puis, dans les Ardennes, puisque actuellement je travaille dans la Marne, mais le deuxième harcèlement moral que j'ai combattu a commencé dans les Ardennes. Donc, il y a 4 personnes que je vais voir quasiment toutes les semaines. Donc, il y a le docteur Capléa, c'est mon médecin psychiatre. Il y a mon médecin traitant, le docteur Nanji,
qui est un homme formidable aussi. Ma psychologue, enfin, c'est une psychologue, mais bon, elle m'aide tellement, elle aussi, que je dis un peu le pronom possessif. Donc, c'est Madame Diouf. Et puis, récemment, j'ai décidé de consulter un psychologue qui est spécialisé dans la psychopathologie du travail. Donc, il s'appelle Monsieur Amrani. Voilà. Et donc, ces 4 personnes, enfin, 3 d'entre elles, donc je les connais depuis le printemps 2016. Donc, ça fait 3 ans qu'elles me suivent. Mais si je ne les avais pas rencontrées, j'en serais pas là. Alors, évidemment, il y a les médicaments que je suis obligée de prendre, un antidépresseur, et puis depuis le 14 janvier 2019, un anxiolytique. Mais comme je dis souvent au médecin psychiatre, le docteur Capléa, le fait de parler pendant la consultation, parler en toute confiance, eh bien, pour moi, c'est un médicament aussi. C'est un médicament humain. Je veux dire, notre cerveau ne fonctionne pas qu'avec de la chimie, il fonctionne aussi avec le cœur, quoi, avec les émotions, avec la confiance. La troisième catégorie, c'est celle que j'ai appelée justice et droit. Alors, c'est un titre, pour les personnes qui connaissent un peu l'actualité internationale, c'est un titre un peu bizarre, parce qu'en fait, dans le pays de la Hongrie, eh bien, il y a un gouvernement d'extrême droite au pouvoir, et le parti qui a pris le pouvoir s'appelle Droit et Justice. C'est bien malheureux. Mais bon, pour moi, c'est la justice et le droit. Alors, la première personne que j'ai rencontrée, donc en 2016, c'est une personne qui travaille justement dans une instance qui s'appelle Maison de la justice et du droit. Je veux dire, c'est un titre de rêve, quoi, voilà. Et donc, elle est basée à Sedan, et elle s'appelle Madame Juliette Grandjean. Et Madame Grandjean, ben, pareil, je crois que je l'ai rencontrée peut-être une dizaine de fois, et tout au long de l'année 2016-2017, et à chaque fois, ben, elle m'a soutenue par son écoute, par ses conseils, ne serait-ce que par la discussion, quoi, voilà. Une personne qui comprend vraiment la situation, qui comprend ce que c'est que le harcèlement moral et le harcèlement horizontal par les collègues. Un homme à qui j'ai dû faire appel en février dernier, fin janvier 2019, début février 2019, c'est le délégué dans la Marne du défenseur des droits. Le défenseur des droits en France, il s'appelle Jacques Toubon. Il est tout seul parce qu'avant, il y avait plusieurs personnes qui s'occupaient des droits des adultes et des enfants. Et malheureusement, un locataire de l'Élysée qui s'appelle Nicolas Sarkozy a décidé que c'était beaucoup trop pour les droits des citoyennes et des citoyens français. Et donc, il a réduit la fonction à une seule personne. Mais Jacques Toubon fait son métier correctement. Et donc, dans chaque département, il y a un ou une déléguée du défenseur des droits. Ce sont des personnes qui font ce travail bénévolement. Et donc, le délégué de la Marne que j'ai rencontré fin janvier 2019 s'appelle Joël Plessier. Et là encore, je l'ai rencontré une fois, il a pris des notes, et ensuite, je lui ai écrit 2-3 fois, et il m'a aidé dans une circonstance bien précise. Fin janvier 2019, alors que la rectrice m'avait fait expulser de mon établissement illégalement le 14 janvier, eh bien, j'avais exigé de consulter en urgence mon dossier administratif. J'en ai le droit absolu. Eh bien, la rectrice a fait entrave à ce droit absolu, et il a fallu que je fasse appel au délégué dans la Marne du défenseur des droits, qui lui a écrit un courrier à la rectrice. Mon avocate lui a aussi écrit un courrier. Je lui ai aussi écrit 1 ou 2 courriels. J'ai aussi écrit à la DAG du ministère. Mais donc l'intervention de M. Plessier a été, je pense, déterminante. Parce que la rectrice a vu que j'étais capable d'actionner tous les leviers du droit. Et donc, j'ai pu consulter mon dossier administratif le 13 février 2019. Il y a, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a des frais d'honoraires que je dois aux avocats, enfin surtout depuis 2 ans à l'avocate administrative en qui j'ai toute confiance. Et donc il y a une personne qui s'occupe de ma protection juridique professionnelle. C'est-à-dire qui s'occupe de mon dossier pour que je sois remboursée un petit peu des frais d'avocat que j'engage. Cette personne s'appelle Madame Marois Khalil, et j'ai eu de la chance énorme d'avoir un contact direct téléphonique avec elle. Et donc là aussi, le fait de pouvoir la contacter de temps en temps lorsqu'il y a un souci dans mon dossier ou lorsque j'ai un conseil à lui demander, eh bien ça m'apporte du courage. Une personne qui, si elle regarde un jour cette vidéo, elle sera sûrement étonnée de voir citer son nom. Elle s'appelle Madame Louis et elle travaille au Conseil d'État. Elle travaille dans un bureau qui est chargé de diffuser la jurisprudence du Conseil d'État. À 2 ou 3 reprises, j'ai eu
à lui demander ses services parce que j'avais besoin de jurisprudence du Conseil d'État très ancienne. Des années, par exemple, il y en avait une de 1955 et une autre de 1965. Donc ce sont des arrêts du Conseil d'État qui m'aident dans les mémoires que je rédige avec mon avocate, que mon avocate rédige plutôt avec mon aide. Et donc cette personne, Madame Louis, eh bien, en un ou deux jours, elle m'a donné les informations et le document que je demandais. Une autre personne aussi dans le secteur du droit, c'est une contrôleuse dans l'inspection du travail des Ardennes. Je suis allée la voir le 16 décembre 2016. J'ai eu une conversation de 1h30 avec elle. Elle s'appelle Madame Régine Simonin et à son échelle, elle a parfaitement compris ma situation. Mais alors parfaitement, je peux vous assurer, parce que sinon elle ne serait pas restée à discuter avec moi à 1h30. Le problème, c'est que par la suite, lorsque la rectrice a été obligée de saisir l'inspection du travail dans mon dossier, eh bien, Madame Simonin a été en quelque sorte, ça c'est ma conviction personnelle, hein, ma conviction personnelle, elle a subi, disons, une certaine pression de la part de sa hiérarchie, et en fait, le dossier n'a pas été étouffé, mais disons qu'il a été, comment dire, minoré, et donc l'inspection du travail n'a pas vraiment contrôlé la manière dont la rectrice d'académie avait géré ma première alerte de danger grave et imminent. Et pour cette affaire-là, j'ai dû contacter la responsable de l'inspection du travail dans les Ardennes, puis je suis montée à la direction du Grand Est et je suis montée à la direction générale du travail à Paris. Alors pour l'instant, j'ai mis ça de côté, mais si un jour j'ai du temps, je reprendrai ces contacts avec ces personnes parce que c'est une histoire qui n'est pas réglée. Une autre personne aussi qu'on pourrait appeler une fonctionnaire de base, mais qui fait super bien son travail, qui est hyper compétente et qui a des qualités humaines dans la relation avec le public, c'est une greffière qui travaille à la cour d'appel de Reims. C'est Madame Soki. J'ai eu affaire avec elle lorsque ma plainte avec constitution de partie civile a atterri à la cour d'appel de Reims. Et là encore, ça a été formidable de parler avec une personne qui fait hyper bien son travail, qui a une conscience professionnelle et qui a des qualités humaines. Un duo d'avocats que j'ai été obligée en janvier dernier d'aller chercher en Belgique pour le pénal, parce que c'est très 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 difficile de trouver un ou une pénaliste qui accepte mon dossier tellement il est volumineux et tellement il est explosif. Mais s'il est volumineux, ce n'est pas de ma faute. C'est pas moi qui le fais durer depuis 3 ans, hein. Rassurez-vous, c'est la rectrice d'académie, Hélène Hassel. Et donc, ce duo d'avocats s'appelle Maître Vincent et Maître Carré, un homme et une femme. Et ils m'ont été d'un énorme secours en début mars 2019, parce que de façon imprévue, il a fallu répondre à une je trouve pas mon mot, à un mobile, voilà, un motif, voilà, c'est ça le mot, un motif d'irrecevabilité d'un appel que j'avais fait à Reims, et ce motif a été soulevé par le parquet général, c'est-à-dire le procureur général. Et donc, Madame Carré a, en quelques jours, trouvé la réponse et elle a rédigé un mémoire vraiment très très bien. Voilà. Donc là, je les remercie, ce duo d'avocats. Et en dernière place dans le domaine de la justice, mon avocate administrative qui s'appelle Alice Lerat, qui travaille à Paris, que j'ai rencontrée il y a 2 ans, le 19 juin 2017, et en qui j'ai une confiance absolue, qui a une compétence professionnelle énorme, qui est absolument convaincue de la justesse de la cause qu'elle défend, et en qui j'ai une confiance absolue. Et qui ne ménage pas sa peine et qui ne ménage pas son temps pour rédiger les mémoires, et qui accepte aussi l'aide que je peux lui apporter dans certaines parties du mémoire. Donc on fonctionne vraiment comme un tandem, et pour moi, franchement, c'est une aide inappréciable, voilà, inestimable. Pour médiatiser ma situation, j'ai fait appel à des journalistes, et jusqu'à présent, ce sont des femmes de la presse régionale qui m'ont aidé à médiatiser mon affaire et qui ont fait paraître des articles de journaux. En 2013, lorsque j'ai dénoncé la malhonnêteté du chef d'établissement à Dreux, qui avait manipulé les notes d'une épreuve du brevet,
ce qui m'a valu par la suite une sanction déguisée et une placardisation, eh bien c'est Pascal Rouchot qui a fait paraître dans l'Est républicain, qui a fait paraître un article. Et en 2016-2017, c'est une journaliste des Ardennes qui s'appelle Virginie Kiefer qui a fait paraître 3 articles dans le journal local L'Ardennais. Et enfin, le 22 janvier 2019, c'est une journaliste de l'Union qui s'appelle Mélanie Chauffard qui a fait un très 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 bon article sur ma situation. Je venais d'être expulsée de force de mon établissement, je venais d'être suspendue de mes fonctions illégalement par la rectrice. Et donc le 22 janvier, Mélanie Chauffard a fait paraître son article et c'est un article très complet. Voilà. J'ai fait récemment appel à Dominique Pradalier, qui est dans le syndicat national des journalistes et qui a bien voulu relayer, transmettre mon dossier à Denis Robert. Mais malheureusement, si vous avez regardé la vidéo numéro 9, l'acte 9, vous avez vu la réponse que j'ai faite à Denis Robert, puisqu'il a traité mon dossier par-dessus la jambe. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais avoir assez le temps de citer tous les amis, les camarades et mes voisins et voisines. Je vais les citer brièvement, mais en tout cas, je veux les remercier du fond du cœur, parce que toutes ces personnes, même si on n'a pas des contacts très réguliers, lorsque j'ai eu besoin de leur service, notamment pour faire des témoignages, je montre quand même le nombre de témoignages. Cette chemise contient tous les témoignages que des amis, collègues, ce sont des témoignages professionnels et personnels. Il y a une dizaine de témoignages professionnels qui ont été faits par d'anciens collègues qui sont restés mes amis. Donc je vais les citer brièvement. Donc il y a ma sœur Ghislaine, mes amis Sandrine, Brigitte, Delphine, Estelle, Philippe, les 2 Dominique, qui sont actuellement mes co-mousquetaires, Arnaud et Vanessa. Il y a des collègues, Dominique Bani, Alain Martin, Laurent Folliot, Hélène Grimbert. Il y a des parents d'élèves à Dreux et à Suippes. Et puis il y a 2 couples de voisins-voisines que j'ai rencontrés à Buzancy, parce que j'ai habité pendant plus d'1 an à Buzancy dans les Ardennes, monsieur et madame Brissot, et puis Abel et Nadine. Alors je ne donne pas leur nom de famille, mais ils se reconnaîtront, Abel et Nadine, voilà, que j'ai encore vu la semaine dernière, lorsque je suis allée à Buzancy. Et pour terminer, donc toutes ces personnes-là, si vous voulez, je ne peux pas dire plus que ce sont mes amis, mes proches, mes camarades, et voilà, quand j'ai pas le moral, je me souviens quand même que j'ai ces personnes-là autour de moi. Et enfin, je tiens à parler d'une personne qui a joué un rôle vraiment important. Ça se passait en septembre 2013, et donc c'était la rentrée scolaire. C'était après ma dénonciation publique de la manipulation des notes à Dreux. Et je venais de comprendre que à Dreux, il y avait dans le collège où j'exerçais depuis déjà 6 ou 7 ans, il y avait une sorte de petite cabale qui s'était montée contre moi, qui n'avait pas supporté que je dénonce publiquement cette manipulation des notes, parce que ces personnels-là avaient accepté cette manipulation. Donc le fait que moi je le dénonce, ça les mettait en porte-à-faux, et du coup ces personnes me trouvaient très gênante, et voilà. Donc une petite cabale s'était montée, si vous voulez. Et donc, à un moment donné, au début septembre, je ne savais absolument pas si j'allais pouvoir commencer ce combat. Je n'en savais rien du tout. Et donc, j'ai essayé de parler à un prêtre. Voilà, ça va vous paraître un peu inhabituel, mais bon. Et j'ai rencontré un prêtre à Nonancourt. Et je m'en souviendrai aussi toute ma vie parce que il était noir de peau. Et c'est tellement rarissime aujourd'hui, malheureusement, en France, de trouver des personnes autres que blanches, quoi, si vous voulez, que donc celui-là, il m'a donné des paroles, vraiment des paroles très, très réconfortantes. Il m'a dit, premièrement, que même si je n'allais pas à la messe tous les dimanches, eh bien, le fait que je lutte chaque jour pour que la vérité ne soit pas étouffée, eh bien, ça suffisait. Ça, voilà. Et cette phrase-là m'est restée gravée dans la mémoire. Et deuxièmement, il m'a dit aussi que je n'avais pas à craindre de devoir mener un combat contre des personnes qui allaient me tenir tête, enfin, qui allaient être contre moi. Parce que, m'a-t-il dit, ma conscience morale me servait en quelque sorte de petite lumière et m'éclairerait sur mon chemin. Voilà. Et quand je suis ressortie de son bureau, du bureau de ce prêtre à Nonancourt, eh bien, je me suis dit, voilà, je dois mener un combat. Je viens d'être illégalement privée de ma mission d'enseignement, puisque, comme je vous l'ai dit, la chef Fayonne de Dreux m'avait empêché d'enseigner l'histoire des arts, ce que je faisais depuis 4 ans dans le même établissement. Donc je me suis dit, je vais dénoncer cette sanction déguisée, je vais commencer à me battre. Je trébucherai sûrement, souvent, sur le chemin, mais je suis sûre
qu'il y aura toujours une petite lumière pour m'éclairer et je suis sûre que je trouverai toujours des bonnes personnes sur mon chemin. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2019, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ça s'est toujours vérifié, toujours. Et Dominique, la filmeuse qui est en face de moi, voilà, elle en est la preuve. Les deux Dominiques, qui sont des co-mousquetaires, nous nous sommes rencontrés par hasard dans une manifestation de Gilets jaunes. Et voilà, actuellement, elle m'aide pour que je réalise de façon artisanale ces vidéos de résistance. Donc, je remonte encore la devise. Servir, c'est trahir. Enfin, obéir, c'est trahir. Et désobéir, c'est servir. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, pour défendre la fonction publique, pour défendre un service public de l'enseignement qui soit digne de tous les enfants de la République française, eh bien, il faut se battre, il faut désobéir aux hiérarques. Voilà. Et moi, je vais continuer de le faire. Et je suis sûre que je serai toujours aidée par des bonnes personnes sur mon chemin. Donc, nous arrivons au bout de ce format. Je vous remercie de votre attention à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo où j'expliquerai une autre facette de mon combat. Au revoir.